Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la vidéo d'hier qui visiblement vous a surpris, voire choqué sur la manière dont on peut trafiquer ces chiffres et se vanter d'avoir un trading ultra rentable. Vous pouvez toujours regarder la vidéo, c'est celle d'hier. Et nous voilà en train de consolider et la zone de support des 74,65, 113,45 est toujours là pour un rideau défensif. Je vous montre rapidement les indices américains qui, comme d'habitude, donnent le là. Le SP500 repart de l'avant sans avoir touché sa zone de support. C'est un peu surprenant. Généralement, on n'a pas les coups des franches avant que d'avoir touché les supports. Mais bon, visiblement, le SP500 est en forme. 1% au compteur. Le Nasdaq, lui, ne s'est pas autorisé un tel comportement puisqu'il visite et après avoir rebondi sur la zone des 1950, 19460 est en train de revisiter les plus hauts. C'est un comportement qui est beaucoup plus classique et on peut envisager a priori que la consolidation soit terminée au regard du fait que on a touché le support et que l'on repart. Donc je reviens sur mon CAC 40. Et effectivement, là aussi, le support a été touché. On peut envisager de repartir vers le haut. J'aurais préféré que l'on comble ce gap. Ça aurait été quand même plus sain. Mais voilà, si les indices américains partent et repartent de plus belle, ça va être difficile pour le CAC 40 de faire cavalier seul, solitaire, à la baisse. On verra. J'aimerais vous montrer maintenant l'objet du backtest du jour. Alors, je vais pas vraiment le backtester parce que je l'ai backtesté, je vais simplement vous montrer les résultats. C'est au niveau de l'awesome oscillateur, c'est un indicateur technique qui est assez intéressant, plus à la hausse qu'à la baisse. Justement là c'est à la baisse, vous voyez qu'il vient de passer en dessous de 100. Et si on ajoute un petit filtre qui est celui de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de long terme, eh bien on sait ce qui se passe lorsque le signal baissier est donné alors qu'on est sous la M200. Je vous montre ça, on l'a testé, je l'ai dit assez récemment, c'est ici. Donc cette année on a fait 3 backtests de l'awesome oscillateur, baissier tout venant, haussier et baissier sous la moyenne mobile à 200 jours, donc ce qui se passe actuellement. Et vous voyez, on a uniquement 42% de chances de faire R1 et 26% de chances de faire R2, ce qui veut dire, bon, R1 c'est à dire qu'on met le stop de protection au-dessus des plus hauts ici, 3,77, les chances pour qu'on aille faire moins 3,77, bon on l'a vu, c'est, je viens de le dire, 42%, c'est pas plausible. Quant à faire 2 fois la distance au stop de protection, donc moins 317 fois 2, c'est 26%. Donc oui, c'est possible que ça baisse, mais c'est quand même pas, on va dire, le plus plausible que l'on baisse significativement. Non, moi ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, puisque j'ai un petit peu de temps vu que le backtest a déjà été fait, c'est les commentaires qui ont été rendus sur les vidéos non pas d'hier, mais de la fois d'avant. C'est intéressant parce que je sais que ce genre d'attitude, de ce genre de trade, ce genre de stratégie est assez courante. Donc en fait, il y en a deux. Il y a Roromanche qui a été repris par Raphaël également, qui expliquait que eux ne mettaient pas de stop de protection. Vous pouvez regarder la vidéo ou lire simplement le commentaire, mettez pause et lisez. En gros, l'idée, c'est moi, je ne mets pas de stop de protection. Je pars du principe que les indices remontent toujours à un moment ou à un autre et je charge pendant la baisse et j'attends que ça remonte et ça me réussit très très bien. Et exemple à l'appui, Raphaël et Roromanche expliquent que voilà, plein de trades qui étaient perdants avec des stops de protection se retrouvent gagnants si on accepte cette stratégie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une grosse erreur ou pas, etc. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que les deux, que ce soit Christophe ou Roromanche, connaissent très très bien les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Bon, les avantages, il est clair que, regardez, si vous avez par exemple, je donne un exemple au hasard, voilà, si vous avez acheté, mettons ici, ok, avec un stop de protection là, vous voyez que le stop de protection est touché, c'est un trade perdant, mais si vous ne mettez pas de stop de protection et que vous attendez suffisamment longtemps, ça devient positif, et un trade perdant devient un trade gagnant. Le problème, c'est lorsqu'il se passe beaucoup de temps avant que cela revienne. Par exemple, si vous avez été malheureux pour acheter ici, mettons, ok, vous attendez qu'on revienne et que vous achetez, mais ça baisse, vous devez attendre, eh bien, 1 an avant de revenir sur les niveaux.
Et c'est pas exceptionnel, hein. Ça peut être 2 mois, comme ici. Ça peut être 1 an, comme là. Ça peut même être 1 an et demi, comme ici. Mais ça fonctionne. Alors, les problèmes sont au nombre de 2, au moins. Le premier problème, c'est que si vous tradez avec des produits dérivés et que vous augmentez votre position, vous faites des moyennes à la baisse, comme on dit, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver avec des appels de marge, c'est-à-dire que votre courtier va vous dire, ta position, elle est très perdante, tu es surexposé, il faut alléger parce que sinon ton compte va sauter. Ok, plus on descend, et plus les chances de faire sauter ton compte sont importantes, il faut que tu allèges. Donc là, c'est le courtier qui va vous taper sur l'épaule et qui va vous dire non, il faut liquider la position, ou alors, si vous ne faites pas, vous faites liquider parce que vos cours ont trop baissé. Alors c'est vrai que c'est pas non plus ici évident, mais c'est vrai que si vous avez la malchance d'avoir pris la crise Covid dans les dents, ou la crise de 2008 dans les dents, c'est possible. Ok, donc conclusion, il faut avoir des tailles de position qui, quoi qu'il arrive, malgré une baisse dans le cas du Covid, c'était moins 40 à peu près, ouais, 40,4, il faut des positions qui, si elles se dégradent fortement, n'occasionnent pas un pétage de compte ou un appel de marge. Et bon, il faut savoir que des baisses de 40%, c'est rare, mais c'est arrivé régulièrement, hein. Vous prenez les crises de 2001, 2008, 2020, etc. Même si vous avez un compte qui a gonflé régulièrement et qui atteint par exemple 1 million, ce qui est exceptionnel, eh bien vous perdrez tous sur un mauvais trade. Ok, bon, on va pas parler de ça. Le deuxième problème, c'est celui de l'immobilisation du capital. C'est-à-dire que si vous avez exposé trop votre capital, non seulement vous prenez des comptes qui sont, des risques qui sont considérables, mais en plus, vous ne pouvez pas trader parce que vous avez bloqué votre argent. Alors bien sûr, si vous êtes raisonnable et que vous n'avez bloqué que, allez, en tout et pour tout, 10% de votre capital, ça va, ça ne vous empêche pas de trader. Mais si vous avez surexposé votre capital à un trade de type renforcement, ben oui, vous risquez de vous faire déclencher avec des appels de marge, de vous immobiliser votre capital et vous ne pouvez pas trader pendant des mois et des mois. Okay, mais sinon, force est de constater, j'en ai déjà parlé, et j'ai fait des webinaires là-dessus dans le cadre des archives du cercle, hein. Il y a des stratégies comme ça, mais il faut respecter certaines règles parce que, on le sait bien, ça a été démontré, les stop loss, c'est pas bon pour la performance. Il faut le savoir, ça a été montré, hein. C'est-à-dire que c'est comme l'assurance. L'assurance, c'est pas bon pour vos finances. Ok? Mais voilà, dans le cas où votre baraque ou votre scooter, votre voiture est brûlée ou votre maison est brûlée, c'est dans ces cas-là qu'avoir une assurance, c'est rentable, tout en sachant que la plupart des gens n'auront pas leur maison qui brûle. Donc oui, les stop-loss comme les assurances sont mauvaises pour vos finances, mais elles protègent les individus en cas de situation extrême. Mais la logique, effectivement, veut qu'on se méfie des stops de protection, mais tout en respectant certaines règles élémentaires. Voilà, je voulais absolument le dire pour vous dire que non, ce n'est pas saugrenu, mais il faut vraiment, vraiment savoir ce qu'on fait. Et puis surtout, ce qui est vrai à la baisse, à la hausse n'est pas vrai à la baisse. C'est-à-dire que spéculer à la hausse en sachant que naturellement on remonte, c'est beaucoup plus, on va dire, plausible et raisonnable que spéculer à la baisse en se disant qu'au bout d'un moment, ça va descendre. Okay, historiquement, c'est pas du tout symétrique. On passe au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc vous l'avez compris, si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur un retour sur les plus hauts à partir de maintenant. Alors soit les plus hauts relatifs ici, ok, visez ici, ça fait, si vous mettez un stop de protection sous le gap et sous le support, ça fait un ratio gain-risque 1,15, ça passe, ok. C'est encore mieux bien sûr si vous attendez que l'on revienne dans la zone orange. Si vous voulez spéculer à la baisse, là il faut parier sur quelque chose de grave. Malheureusement, bon, je ne parle pas du côté éthique, hein, mais malheureusement je vois que ça. Si vous pariez sur un retour sur la zone de support ici, stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça fonctionne aussi.
Ok, voilà. Quand tu as tradé l'histoire de l'Awesome Oscillator, on a vu que c'est pas une bonne justification, c'est pas rentable ce signal-là. Excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube, notamment l'évolution de l'or récente qui bat tous les records. Vous voulez sans doute regarder cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. À demain pour la mise à jour.